Tu manges. Viens pas ici, papa travaille. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok, comment ça va? Oui, ça va, ça va. Et chez vous? Ça va super bien. La journée Ah, s'est ok. bien Oui, passée, j'espère. oui, oui, la journée s'est bien passée. Audit, vous m'entendez bien, non? Oui, je vous entends parfaitement bien. Ok. Ok. Dites-moi, est-ce que vous recevez mon écran? Je vais faire le partage d'écran là. Est-ce que vous voyez? Oui, 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 je reçois votre écran. Ok, Oil and Gas Business Training, c'est bien ça? Oui, oui. D'accord, d'accord. Hier, nous avons commencé avec notre formation. On a eu une discussion, on a eu une présentation globale de l'industrie pétrolière et également on a essayé d'établir ou plutôt d'exposer quel sera le plan de la formation. Et en fin de compte, on a discuté les réserves. On a parlé des réserves dans le monde entier, les différents pays. Et on a précisé qu'il y avait une différence entre les réserves et la production. Également, on a discuté les produits pétroliers et dans le gaz, nous avons spécifié les trois qualités de gaz qu'il y a sur le marché, c'est-à-dire le GPL qui est le gaz de pétrole liquide, le LNG qui est le gaz naturel liquéfié et le gaz naturel. Et nous avons parlé, chaque segment, nous avons dit à quoi est-ce qu'il servait. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. OK. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation. Et Oui, je vais on a dire, vu les acteurs. oui, vous Oui, dites? on a vu les acteurs aussi. Ah oui, on a mentionné les acteurs et j'ai dit, ce n'est que les acteurs, on va les voir vraiment en détail pour dire qui fait quoi et qui intervient à quel niveau. OK? Donc, D'accord. justement, ça fera partie de ce chapitre. Le chapitre 2 est un chapitre assez long. Il risque de nous prendre 3 à 4 jours parce qu'il est vraiment volumineux. Sur ce, il est important que vous soyez très, très attentifs. Vous m'avez posé une question hier. Je vais vous répondre après la pause. J'aimerais préciser, D'accord. après chaque 30 à 35 minutes, on fait une pause de 5 minutes. OK? Donc, c'est D'accord, d'accord. capital. Oui. Donc, après la première pause, je vais vous revenir sur la question que vous m'avez posée hier. Déjà, est-ce que vous avez parcouru le PDF que je vous ai envoyé hier? Oui, oui, j'ai parcouru. OK. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va, ça va. Ah, d'accord. Bon, si il n'y a pas de questions, ce que on va entrer directement dans le vif du sujet. Donc, dans le chapitre 2, nous allons discuter des différents intervenants dans le business des hydrocarbures et surtout des terminologies. Là, j'entends par terminologie le vocabulaire. Comme vous le savez bien, chaque science a son vocabulaire. Si vous êtes médecin, vous devez effectivement parler comme un médecin. Si vous êtes un commercial, vous devez avoir les termes de la science que vous pratiquez. Si vous êtes politicien, vous devez avoir les termes de la politique. Donc, il est important que vous maîtrisiez les termes de l'industrie et surtout, je le dis parce que c'est l'importance de maîtriser ces thèmes, c'est que lorsque vous rencontrez des personnes ou lorsque vous échangez avec des personnes, seulement votre vocabulaire permet déjà de savoir si vous maîtrisez de quoi vous parlez. Parce que je vous ai dit, le trading du pétrole est un domaine dans lequel on rencontre beaucoup d'arnaqueurs et beaucoup d'amateurs également. OK? Tout d'abord des amateurs qui finissent par devenir des arnaqueurs parce que au fil du compte, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font ou plutôt conduisent, parfois sont des innocents, mais finissent par conduire leurs collaborateurs ou plutôt leurs clients dans les mains des arnaqueurs. Donc, vous devez bien maîtriser ce que vous faites. Déjà, de par votre vocabulaire,
on peut vous identifier et savoir si vous savez ce que vous faites. Ceci dire, à la fin de ce chapitre, vous deviez être en mesure de maîtriser déjà, d'écrire, ou plutôt comprendre chaque thème utilisé dans les transactions pétrolières parce que une bonne maîtrise et une bonne connaissance de ces thèmes feront de vous la personne idéale avec laquelle travailler ou la personne dont les entreprises ont besoin en termes de trading. Également, j'aimerais préciser que je ne peux pas ici vous donner tout un vocabulaire, toute une encyclopédie, mais je me focalise sur les thèmes dont vous allez rencontrer régulièrement dans les contrats pétroliers. Donc régulièrement, ces thèmes vont revenir. Et déjà, vous devez savoir que le vendeur, il a ses termes particuliers. Lorsque vous prenez une proposition d'un vendeur, il y a des termes particuliers. L'acheteur, il a ses termes particuliers. La banque, ils ont leurs termes. La marine, c'est-à-dire tout ce qui est gestion logistique, bateau et autres, ils ont leur terminologie. Il est important de maîtriser ces terminologies et savoir comment est-ce qu'elles se formulent. Parce que une seule, je vais dire, un seul jeu de mots dans le vocabulaire peut changer beaucoup de choses. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Donc, il est important de maîtriser cela. Sans plus tarder, nous allons avancer et bien sûr, j'aimerais bien commencer par les documents qui viennent de la banque. Pourquoi les qui viennent de la banque? Parce que avec la banque, on ne blague pas. On ne joue pas. Si vous faites une erreur au niveau de la banque, généralement, vous avez des sanctions. Donc, les terminologies bancaires. La première terminologie bancaire que vous aurez, c'est la garantie bancaire. OK? En abrégé, BG. Généralement, lorsque vous êtes sur un deal, le vendeur va généralement demander à l'acheteur, est-ce que vous pouvez nous fournir une BG? OK? Can you provide a BG? C'est généralement la question qu'ils vont vous poser. La garantie bancaire, effectivement, est un document produit par la banque de l'acheteur, OK, qui stipule que cet acheteur est en mesure de faire ce genre de transaction. Comme on le dit, si vous avez 1 million dans votre compte bancaire, eh bien, vous ne pouvez pas faire les affaires de 100 millions. OK? Sauf si la banque est en mesure de vous fournir les 100 millions. Donc, c'est ce qu'on appelle la garantie bancaire. La garantie bancaire est donc produite par la banque de l'acheteur. Et toujours, je le dis, la garantie bancaire doit être signée par les responsables de la banque. OK? N'acceptez jamais, en tant que consultant, les garanties bancaires qui sont signées par le propriétaire du compte bancaire. Non, là, c'est du flou bancaire. OK? Et généralement, lorsque vous travaillez sur le BLCO, qui est le pétrole nigérian par excellence, faites très attention. Généralement, ils font ces erreurs. Ils vont vous envoyer une garantie bancaire signée par le propriétaire du compte bancaire. Cela n'a aucune valeur. OK? Juridiquement, cela n'a aucune valeur. OK. Donc, ayant expliqué la garantie bancaire, généralement, voici comment se présente le format d'une garantie bancaire. Vous allez parcourir, c'est en anglais. Comme je vous ai dit, le domaine du pétrole est essentiellement en anglais, mais c'est un anglais basique. OK? C'est un anglais basique. Si vous, je veux dire, il est à la portée de tous. OK? Vous allez voir que, euh, il est toujours daté et vous avez l'adresse du récipient, c'est-à-dire la banque du vendeur, parce que ce document est produit par la banque de l'acheteur. OK? Ce document est fourni par la banque de l'acheteur. Ensuite, ils auront les numéros de compte bancaire, une estimation, combien est-ce que il peut disposer dans son compte et également son état financier, sa santé financière. Est-ce que c'est quelqu'un qui est endetté? Est-ce que c'est un compte bancaire sur lequel il y a régulièrement des mouvements? OK? Si c'est un compte bancaire qui est dormant, eh bien, il faut faire attention. Donc, la banque de l'acheteur va produire ce document et va l'adresser à la banque du vendeur. OK? Donc, voilà pourquoi ils vont vous demander
Est-ce que vous pouvez nous produire une banque, une BG, c'est-à-dire une garantie bancaire qui montre que vous êtes en mesure de faire cette opération? OK. Est-ce qu'il y a une question? Non, ça va, ça va. D'accord. Bon, là, ce sont toujours les exemples de garantie bancaire que je présente ici. Le second document que on va discuter, c'est le Bank Comfort Letter. OK? Le Bank Comfort Letter. Et généralement, c'est, comme on dit, dans ça, il y a banque, il y a confort, il y a l'État. Donc, c'est un document qui stipule que le client ou l'acheteur est en très bonne santé financière. C'est quelqu'un qui n'a pas de poursuite judiciaire contre lui ou qui ne subit pas un redressement fiscal. OK? C'est une entreprise qui n'est pas sur redressement fiscal ou ce n'est pas sur une entreprise qui est poursuivie par le fisc de ce pays. Vous savez que si une entreprise est sur redressement fiscal, vous ne pouvez pas traiter les affaires avec eux. Si vous ne savez pas, vous allez leur fournir du pétrole et par la suite, ils ne vont pas payer puisqu'ils ne pourront pas vous payer. Ils sont sur redressement fiscal. Vous comprenez? Et je dis, lorsque particulièrement, Maintenant, euh, oui, maintenant comment tu sauras qu'il est sur redressement fiscal? c'est à travers la lettre, la BCL, la Banque Confort de l'État. OK? La Banque Confort de l'État, cette lettre est produite par la banque de l'acheteur. OK? Il arrive souvent que certains vendeurs ne demandent pas, mais lorsque vous traitez avec des Européens, des fournisseurs européens, ils vont toujours régulièrement, ils vont vous demander la banque confort de l'État. OK? Pour savoir l'état, la santé financière de l'entreprise qui achète leurs produits. Vous comprenez? Généralement, la banque, la garantie bancaire peut permettre à un vendeur, un intermédiaire, de prendre un crédit. C'est-à-dire, s'il a déjà signé un contrat d'achat de pétrole avec vous, il vous donne sa garantie bancaire. Vous utilisez sa garantie bancaire, vous allez dans votre microfinance, vous dites, j'ai gagné un contrat de fourniture de 500 millions de barils et il va me produire telle somme. Vous prenez votre microfinance, vous fournissez du crédit, vous achetez le pétrole et vous partez leur fournir. Vous comprenez? Donc, voilà. Par contre, la Banque Confort de l'État, une fois que vous avez cette lettre, vous ne pouvez pas emprunter de l'argent avec cela. Vous comprenez? Ok. Généralement, Oui. les opérateurs nigérians font beaucoup cela. Ils vont vous demander la banque garantie. Lorsque vous leur donnez la banque confort de l'État, ils vous disent non, on veut la garantie bancaire plutôt. Une fois que vous leur donnez cela, ils disparaissent. Ils partent prendre du crédit dans leur microfinance. Ils vont faire d'autres affaires avec cela. Et le lendemain, ils ne font plus business avec vous. Vous comprenez? Donc, vous devez être vigilant à ce niveau. Bon, je ne vais pas rester. Voici l'exemple, par exemple, de la BCL, la Banque Confort l'État. Vous pouvez les parcourir. À côté, il y a ce qu'on appelle la Documentary Letter of Credit, qui est la plus importante. Une minute, s'il vous plaît. Une minute. D'accord. OK. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, 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 je vous attends. OK. Donc, il y a ce qu'on appelle la Documentary Letter of Credit, c'est abrégé DLC. Généralement, les Américains vont vous demander Documentary Letter of Credit, mais les Anglais, ou plutôt tous les Européens, OK, les traders commodes vont vous demander la LC, qui est la lettre de crédit. Donc, la Documentary Letter of Credit et la lettre de crédit, c'est la même chose, OK? Soit quelqu'un va vous dire, fournissez-moi la DLC, soit il va dire fournissez la LC, OK? Arrêter la lettre de crédit, c'est Mhm. quand même bon. C'est une lettre que la banque
de l'acheteur va produire adressé à la banque du fournisseur, leur informant que, au vu des conditions qui ont été spécifiées dans le contrat de fourniture du pétrole, une fois que ces conditions seront respectées, nous allons vous payer la somme indiquée dans le contrat. OK? Donc, en réalité, c'est la seule lettre bancaire la plus sûre qui vous engage à ce que, une fois que vous aurez fourni, vous aurez votre paiement. OK? Je vous exhorte en tant que consultant de toujours faire l'effort que l'acheteur que vous avez sous la main, lorsque vous avez un acheteur et que vous l'amenez vers un vendeur, qu'il soit en mesure de vous produire une lettre de crédit. OK? Ça fait partie des modes de paiement. Certains, généralement, lorsque vous avez des contrats en CIF, en CIF, c'est-à-dire que le fournisseur doit lui-même charger le pétrole dans son bateau et aller au port du récipiendaire pour fournir du pétrole et sera payé par la suite. Vous voyez que il est important qu'il y ait une lettre de crédit. S'il n'y a pas de lettre de crédit, une fois qu'il arrive avec son pétrole, on commence à se comporter à l'africaine et on ne le paye pas. Entre nous, on se comprend. Vous voyez, on crée des histoires. Les histoires restent debout. Vous voyez, c'est important qu'il y ait des lettres de crédit. Lorsqu'il y a une lettre de crédit, une fois que le bateau arrive au port, il y a la société de surveillance, qui est la Société Générale de Surveillance, la SGS. Lorsqu'elle fait l'inspection, elle produit son rapport. Si ça correspond à la commande que l'acheteur avait demandé, directement, son cachet, le cachet de la SGS fait foi et ils vont transmettre cela à la banque de l'acheteur. Directement, la banque de l'acheteur va faire la transaction bancaire sans plus tarder. Voilà comment ça se passe. Voilà pourquoi il est important, surtout lorsque vous êtes du côté vendeur, du côté acheteur, de demander, je vais dire, à votre acheteur de pouvoir produire cette lettre de crédit. C'est la lettre de crédit qui rassure qu'une fois que vous allez fournir le produit, vous serez payé. Est-ce que vous comprenez bien l'importance de la lettre de crédit? Oui, Ok, parfait. Bon, après la lettre de crédit, il y a ce qu'on appelle la... un instant. Oui, Donc, la DLC et puis la LCA, c'est pareil. Il n'y oui, a pas de différence. oui, il n'y a pas de différence. Ok? Bon, OK, Oui, la DLC ou la LC, c'est la lettre de crédit. Ok? d'accord. Ok. À côté de la lettre de crédit, il y a ce qu'on appelle la RDLC. Ok, bon, ici, c'est un exemple de la lettre de crédit. Donc, vous voyez, on dit ici, oui, JP Morgan. JP Morgan, c'est une banque américaine. OK, comme ça pouvait être, je sais pas, Standard Chartered Bank. OK. Ici, hereby we issue the documentary letter of credit in favor of, on met le nom du bénéficiaire, for the amount of, on va mettre la somme totale de la transaction, OK? Payable upon presentation of the following documents, OK? Lorsque vous avez une lettre de crédit, là j'attire votre attention, regardez toujours qu'il y a ces documents, la commercial invoice, c'est-à-dire la proforma, OK? Le bill of landing, le BL qu'on a on fournit au port, OK? Le certificat d'origine du produit. À ce titre, je vous parlais du pétrole iranien hier, OK? Parce que lorsqu'on a la BL, la lettre de crédit, ils vont toujours, avant de payer, vous demander le certificat d'origine pour s'assurer que ce n'est pas un pétrole qui a été volé en mer. Vous savez que en mer, il y a tout, hein, il y a beaucoup de piraterie maritime. OK? Donc, le certificat d'origine et ce qu'on appelle le packing list qui est fourni au port. Donc, une fois que vous fournissez ces documents, directement, la banque fait la transaction. Donc, voilà un exemple de la lettre de crédit. Et elle est d'une importance capitale dans le domaine du pétrole. À côté
de la lettre de crédit, il y a ce qu'on appelle la RDLC, Revolving Documentary Letter of Credit. Parfois, vous allez voir, certains vont juste écrire, est-ce que vous pouvez nous fournir la RLC, c'est-à-dire Revolving Letter of Credit. La Revolving Letter of Credit, en réalité, elle est établie pour des transactions qui sont déjà fréquentes, c'est-à-dire, vous avez gagné un contrat de fourniture du pétrole, je vais dire 20 000 tonnes par mois sur un an. OK? Normalement, si vous allez utiliser la lettre de crédit, pour chaque fourniture, vous devez faire la procédure administrative et bancaire. OK? Alors, pour ne donc pas faire tout cela, on opte donc pour la Revolving Documentary Letter of Credit. Et elle va donc couvrir toute la période de, de la fourniture, c'est-à-dire toute la période du contrat. Si le contrat dure 10 ans, cette Revolving Documentary Letter of Credit, elle est valide pour 10 ans. Vous voyez? Ça vous épargne les tracasseries à chaque fourniture. Mais cela ne se fait qu'avec un client dont on est déjà il y a déjà de la confiance, vous voyez. Et généralement, vous verrez que dans la revolving letter of credit, on va préciser que le montant sera payé lorsqu'on atteindra telle somme. On dit, par exemple, que une fois que on fournit et qu'on est peut-être à 50 000 $, il y a paiement. Si vous faites une fourniture de 20 000 $, vous attendrez, OK? Vous attendez, vous faites une autre fourniture jusqu'à 50 000 $. On fait le paiement. On cumule et on fait le paiement jusqu'à la fin du contrat. Voilà comment ça se passe. OK? Donc, voilà la différence entre la lettre de crédit et la revolving documentary letter of credit. La Revolving Documentary Letter of Credit, je vous ai donné ses avantages pour des contrats à long terme et avec des clients avec qui on a déjà une certaine familiarité, une certaine habitude. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va pour le moment. Ok, d'accord. Bon, voici un exemple de la Revolving Documentary Letter of Credit. Si on va ensemble, on va l'analyser. Vous voyez que à gauche, dans la première colonne, on a les mois, c'est en anglais. Ensuite, la seconde colonne, on dit Transactions on the part of Mr. Cho. Donc, c'est-à-dire que l'acheteur, c'est Mr. Cho. Donc, les transactions qui ont été faites, OK? Et dans la troisième colonne, on dit True Revolving Letter of Credit. OK? Vous voyez que justement, ici, on n'a plus mis Document, on a juste mis Revolving Letter of Credit. OK? Donc, c'est RLC ici. Bon, vous voyez que au mois de janvier 2018, OK, on a fourni les produits d'une valeur de 10 000 $ qui ont été produits et shipped. Quand on dit shipped, shipped, c'est le bateau. Shipped, ici, c'est un verbe. Il a été fourni. Et dans la troisième colonne, on dit payment received. Donc, ils ont fourni les produits de 10 000 $ et ils ont reçu les 10 000 $. OK? Au mois de février, ils ont fourni les produits de 3 000 manufactured but can't ship as the value of the transaction uh, uh, must be 10,000 USD. Donc, c'est-à-dire, ils ont produit 30 000, OK? Les produits d'une valeur de 30 000 $, mais n'ont pas fourni parce que il fallait qu'ils atteignent les 10 000 $. Voilà pourquoi, dans la troisième case, on dit il n'y a pas eu paiement. OK? Et au mois de mars, OK, goods worth 4,000 USD manufactured but can ship as the value of the transaction must be up to 10,000 USD. C'est-à-dire, au mois de mars encore, ils ont des produits qui ont une valeur de 4 000 $, mais il n'y a pas eu paiement parce ils n'ont pas atteint une valeur cumulée de 10 000 $. Et en avril, donc, il y a des produits de 12 000 $ qui ont été produits, but the shipping of only 10,000 was allowed. Donc, ils ont produit une valeur de 12 000, mais ils ne peuvent fournir que 10 000. OK? So, goods of 10,000 USD were shipped and the remaining goods were kept in stock. Donc, à ce moment, ils vont fournir le pétrole d'une valeur de 10 000 $.
OK? Et les $2 000 supplémentaires resteront comme un stock additionnel. OK? Ils viendront compléter cela avant d'être payés. Voilà pourquoi dans la troisième colonne, vous voyez, on a dit Payment received $10,000. Vous comprenez? Donc, à ce moment, il y Oui, a paiement parce qu'ils ont atteint le quota qui a été précisé dans la Revolving Letter of Credit. On se comprend? Donc, oui, oui, à ce moment, vous comprenez bien la chose. Bon, je vais avancer et bon, prenons peut-être le mois de mai. Mai 2018, il y a eu production 8 000 $, and goods worth 10,000 USD. 8,000 USD in May plus USD 2,000 in previous month were shipped. OK? Donc, justement, vous voyez que au mois de mai, il y a eu production $8 000. OK? Ils ont fourni les $8 000 et on a donc additionné les $8 000 plus les $2 000 du mois d'avril, OK? Qui a donné $10 000. Et vous voyez que dans la troisième colonne, au mois de mai, ils ont reçu un paiement de $10 000. On se comprend? oui, Vous voyez oui, assez- à chaque fois que ça atteint $10 000, il y a paiement. Mais lorsque c'est moins de $10 000, il n'y a pas paiement. OK? Faites attention lorsque vous travaillez avec les traders asiatiques parce qu'ils savent bien jouer à ce niveau. Ils vont mettre un barème. Si vous avez une transaction, peut-être qui peut faire 120 000 $, OK? Ils vont dire on paie à chaque fois qu'il y a 50 000 $. Par exemple, OK? C'est un exemple banal. Lorsque vous atteignez 50 000 $, ils payent. Vous atteignez les autres 50 000 $, ils payent. Les autres 20 000 $ que vous fournissez, on ne paye plus. OK? Or, le contrat arrive à échéance. Ils vous disent, mais ça n'a pas atteint 50 000 $ qu'on avait demandé. OK? Raison pour laquelle, lorsque on fait la DLC, vous devez vous assurer que les échéances ou les fractions, en additionnant ces fractions, vous tombez sur la totalité, la valeur de la transaction totale. OK? Et que vous n'êtes pas perdant. Donc, les traders asiatiques, surtout les Chinois, ils aiment bien jouer à ce jeu. OK? De mon expérience, hein, vous comprenez. OK. Bon, sans plus tarder, on va aller au prochain document qui sera produit par la banque, c'est-à-dire le préavis, le préavis bancaire. Le préavis bancaire est simplement une lettre que la banque de l'acheteur envoie à la banque du je veux dire, oui, l'acheteur envoie à la banque du vendeur pour les prévenir de ce que une certaine somme d'argent sera transférée dans les jours à venir dans le compte de tel vendeur. OK? Et voilà la raison de ce transfert. Vous-même, en tant que personne physique, lorsque vous avez certaines grosses transactions, vous devez prévenir votre banquier. Sinon, une fois que l'argent entre dans votre compte bancaire, le compte est gelé et on vous demande l'origine des fonds, la raison du transfert. C'est un peu... effectivement. Oui, justement, c'est ça. Donc, le préavis bancaire, c'est justement cette lettre qui est produite par la banque de l'acheteur et qui est envoyée à la banque du vendeur pour les prévenir de ce qu'une certaine somme d'argent va arriver sur le compte au bout de la transaction. Ce que nous allons également rencontrer, ce sera le SWIFT. Si vous regardez sur votre compte bancaire, il y a un code SWIFT. Hmm. Ce code SWIFT est, je vais dire, le passeport international de votre carte, de votre compte bancaire. OK? Internationalement, on repère votre compte bancaire avec le code SWIFT. Parce que le code SWIFT est un code unique à tout compte bancaire dans le monde. Donc, dans le cas échéant dont nous sommes en train d'expliquer ici, le code SWIFT est simplement le mode de transaction par lequel la transaction bancaire va se faire. Généralement, dans le cas du pétrole, c'est la MOT 103. Raison pour laquelle, lorsque vous discutez ou vous allez à certaines réunions, vous allez entendre les gens diront le paiement se fera par MOT 103. OK? MOT 103, ça veut dire ça sera un transfert direct de fonds. OK?
un transfert direct de fonds, c'est-à-dire d'un compte bancaire à un autre. On appelle ça la MOT 103. Bon, il y a d'autres modes de paiement. Ce n'est pas le seul mode. Vous avez la Inflow 202, 201 et il y a plusieurs modes, OK? Mais le mode le plus courant, c'est la MOT 103, OK? OK. OK. Bon, ici, on a un exemple attendez, ici, on a un exemple de banque pre-advice, OK? Sur lesquels transaction reference, nanana, bank operation code, value date, nanana, ordering customer. Bon, ça c'est un exemple du pre-advice, OK? Que le préavis bancaire que la banque de l'acheteur va envoyer à la banque du vendeur, c'est bel et bien en anglais. Bon, le document, le prochain document dont on va discuter, c'est la Soft Pro. OK? La Soft Pro est une forme d'enquête de moralité. OK? D'enquête de moralité qui est faite sur l'acheteur. L'enquête de moralité, ça veut dire la santé du compte bancaire. Est-ce que c'est un compte qui est régulièrement actif? Est-ce que c'est le compte appartenant à une entreprise qui a effectivement autorisation de faire ce business ou pas? Est-ce que c'est un particulier? Est-ce que c'est un consultant ou pas? Donc, c'est une forme d'enquête prévisionnelle, généralement, faite par le vendeur. Certains vendeurs le font, d'autres ne le font pas, mais c'est à leur risque et péril. D'autres vont simplement vous demander, est-ce que vous avez fait une CIS, OK? La CIS est un terme de la CIA américaine qui veut dire simplement l'enquête de moralité ou l'enquête sur la personne. Et la soft probe est généralement produite par la banque et elle fournit un certain nombre d'informations, l'identité du compte, qui est-ce qui a ouvert le compte, depuis quand, quelles sont les dernières transactions sur les 12 derniers mois. Ils vont vous fournir cela. Également, la photo de celui qui a ouvert le compte bancaire, son numéro de passeport. OK? Tout cela est contenu dans ce document. Voilà pourquoi c'est un document ultra secret qui circule entre les deux banques. OK? Ils ne le remettent pas en main propre aux personnes physiques. Ça circule entre les deux banques. Donc, généralement, ce sera la banque du vendeur de demander à la banque de l'acheteur, est-ce que vous pouvez nous faire une soft pro? Par contre, en tant que consultant, ce que vous pouvez obtenir, c'est la CIS. La CIS est une enquête de moralité qui est publique. Aux États-Unis, par exemple, elle est publique. Si vous voulez avoir des informations sur quelqu'un, vous les aurez. C'est tout à fait de la transparence. À savoir, est-ce que cette personne est de bonne moralité? Vous savez, aux États-Unis, par exemple, lorsque vous allez dans certains magasins faire certains achats, on vous dit non, vous n'avez pas autorisation parce que il y a des systèmes de IBS, International Business Machine, qui fait que lorsque vous achetez un service, OK, la monnaie est gardée dans votre carte, OK, et vous pouvez l'utiliser prochainement. Et lorsque vous êtes en déficit également, si vous entrez dans un supermarché, vous achetez quelque chose je prends un exemple, 100 dollars, et que vous n'avez que 50 dollars sur vous, on ne va pas vous laisser rentrer bras ballants. Vous prenez l'article et vous avez une dette de 50 dollars. Attention, vous ne quitterez pas le sol des États-Unis si vous n'avez pas payé les 50 dollars. OK? Et lorsque vous restez, plus vous durez avec cet argent, plus il y a des intérêts. À Dubaï, on parle des fines. Lorsque vous restez, vous avez des amendes à payer sur cet argent. Et si jamais vous tentez de quitter le sol sans avoir payé cet argent, eh bien, on vous donne d'autres amendes supplémentaires. OK? Raison pour laquelle il est difficile de quitter ces pays lorsque on a des démêlés avec la justice ou on doit de l'argent à quelqu'un. Ce n'est pas comme en Afrique où on commet des gaffes et on s'enfuit. Non, c'est différent. Donc, la CIS, justement, est l'objectif de cela. Lorsque vous avez
des transactions dont le mode de paiement est la inflow 201 ou 202, par exemple, il y a également la 204. Vous allez voir que généralement, l'acheteur, sans que vous ne demandiez même, il va vous donner sa CIS. Et sa CIS doit être signée et datée. Et vous allez toujours voir son passeport. Une CIS qui ne contient pas de passeport n'est pas valide. Là, j'attire votre attention. OK? Parce que vous aurez des traders véreux qui vous fournissent des CIS sans passeport, qui contiennent peut-être la carte d'identité de leur pays. Donc, on le sait, les cartes d'identité peuvent être floutées et autres. Par contre, le passeport, il est international. OK? Donc, la CIS doit toujours contenir la photo du passeport de celui qui détient le compte acheteur. OK? Donc, c'est très important. Vous comprenez la différence entre la soft prop et la CIS, n'est-ce pas? Oui, OK, très bien. Sans plus tarder, est-ce qu'il y a des questions sur les documents bancaires? Là, j'ai fait rapidement, j'ai présenté les documents bancaires. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? ok. Un instant. Vu qu'il a copié. euh, Pardon? J'ai dit un instant, vu qu'il a copié là. Oui, allez-y, prenez votre temps. Ça va? C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Bon, on va là, avant la pause, on va d'abord parler, on va entamer l'autre partie. Là, ce sont les documents de l'acheteur. Donc là, on a parlé des documents bancaires dont vous aurez besoin. On a cité 7 à 8 documents. Ici, on va parler des documents de l'acheteur, donc de buyer's document. En tant qu'acheteur, il se doit de vous présenter un certain nombre de documents. Lorsque je parle de l'acheteur, je parle également de tous les agents qui sont du côté acheteur. Vous voyez, ils doivent être en mesure de vous fournir ces documents. De toute façon, dans le domaine du pétrole, on ne joue pas on ne travaille pas seul, OK? Vous ne réussirez jamais. Lorsque vous avez un acheteur et que vous arrivez à un certain niveau, vous faites une lettre de non-contournement. Une fois que vous faites la lettre de non-contournement, dans le domaine du pétrole, ça s'appelle la NCNDA. Lorsque vous avez fait cela, vous amenez autour de la table tous les intervenants, OK? Pour que durant ce qu'on appelle la Table Talk Meeting, la TTM, tout le monde soit en mesure de soulever les problèmes ou les différends qu'on rencontre pour que ce soit résolu. Mais lorsque vous gardez certaines informations pour vous, souvent ça bloque les transactions et en fin de compte, une transaction échoue simplement parce qu'une personne voulait être égoïste ou voulait manger plus que les autres. Et au finish, il ne mange pas. Donc, c'est un peu ça. Les documents de l'acheteur sans plus tarder. Le premier document et le premier document dans une transaction pétrolière, c'est la lettre d'intention, la LOI. OK? La lettre d'intention. Vous allez voir, généralement, lorsque vous parlez avec un acheteur, je vais dire un vendeur, vous lui dites, bon, j'ai un acheteur qui veut du pétrole. Que ce soit le gasoil, que ce soit le jet A1, que ce soit même le pétrole brut, il va vous demander, OK, est-ce que vous pouvez me fournir une LOI? OK, la LOI, c'est la lettre d'intention. Cette lettre d'intention, en réalité, spécifie. Dans cette lettre, l'acheteur dit, je suis à la recherche de tel produit. OK? Je suis à la recherche de tel produit. Voici les specs. Les specs, ça veut dire les spécifications. OK? Voici les spécifications du produit dont je recherche. Parmi les spécifications, nous aurons les caractéristiques physiques, les propriétés physiques et les propriétés chimiques. OK? Je vous ai parlé du gasoil, par exemple. On aura la couleur qui est très importante et, par exemple, le dew point du gasoil. Lorsque vous avez le gaz, par exemple, la spécificité, on vous dira est-ce que c'est le GPL, est-ce que c'est le gaz liquéfié,
quel est son dew point, quel est son flash point. Le flash point, c'est la température à laquelle le gaz prend feu tout seul. OK? C'est très important. Vous verrez souvent des camions citernes qui prennent feu tout seuls. OK? Ça veut dire on n'a pas respecté son flashpoint. Et à ce moment, il faut revenir à l'ingénieur qui a fait le chargement au dépôt.